Alors, bienvenue à tous. Merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire de présentation dédié à l'accrochage certificateur et à notre accompagnement autour de notre produit MyCertif pour vous aider à réaliser votre accrochage. Aujourd'hui, je suis accompagné de Élodie Arnaud qui a eu la gentillesse de venir se présenter et témoigner de son utilisation de notre outil et puis aussi des éventuelles galères qu'elle a pu avoir, ou des éventuelles réponses qu'elle peut nous apporter, parce que je pense qu'elle maîtrise bien plus le sujet que nous, toutes les problématiques concernant la caisse des dépôts, l'accrochage, y compris les dépôts. Donc éventuellement, Élodie, je te laisse te présenter. En tout cas, merci Clément, c'est toujours un plaisir d'assister, voilà, et là pour cette fois-ci d'apporter mon concours donc à la présentation effectivement du système proposé par MyCertif. Donc je suis Élodie Arnaud-Cavigioli, je suis directrice des certifications pour le groupe d'écoles AD Éducation. Donc qui dit directrice des certifications dit la responsabilité effectivement d'accrocher chacun de nos certifiés, stagiaires de la formation professionnelle ou bien étudiants en apprentissage, donc en fin de cursus sur l'ensemble de notre offre certifiante. Et voilà, et je vous partagerai effectivement mes galères, les galères rencontrées qui m'ont fait, voilà, qui m'ont montré comment les contourner. Et donc, je vous partagerai certains trucs et astuces lors de ce webinaire. Merci Élodie. Merci. Alors du coup, on va juste représenter un petit peu au sens large les différentes parties prenantes et surtout ce qu'est l'accrochage certificateur pour ceux qui ne seraient pas tout à fait encore à jour sur le sujet. Donc nous, MyCertif, donc moi je suis Clément Biche, directeur associé de Rich ID, qui est une agence qui a créé un logiciel qui s'appelle MyCertif. Et MyCertif est un outil c'est un logiciel qui permet d'accompagner les organismes certificateurs, donc comprendre ceux qui sont détenteurs ou qui ont déposé des RNCP ou des RS auprès de France Compétences. Pour beaucoup encore aujourd'hui, utilisent des fichiers Excel pour faire le suivi des parcours de certification, le suivi des candidatures, des jurys, etc. Et donc, on a créé un logiciel qui permet de passer un peu plus en pilotage automatique et d'abandonner Excel pour respecter la réglementation en vigueur, comme l'accrochage, mais aussi pour avoir un outil administratif qui permet d'automatiser un certain nombre de choses et et donc d'accélérer des processus. Donc, on ne va pas s'étendre sur MyCertif parce que ce n'est pas l'objectif, mais que vous gardiez en tête ce que ça peut faire. Et éventuellement, si dans un second temps, vous voulez qu'on vous le présente, n'hésitez pas à nous solliciter. Et donc, MyCertif, vous l'avez compris, ça va vous permettre de gérer l'ensemble des utilisateurs d'un parcours de certification. Ça va vous permettre de gérer vos parcours de certification, vos référentiels de certification, de gérer du coup tout ce que vous avez à collecter en vue de gérer les jurys et en vue de certifier donc vos candidats, donc d'organiser vos jurys, jury d'éval, jury de certif, et jusqu'à justement avoir collecté tous les éléments pour générer les éléments un peu plus réglementaires, les parchemins, l'accrochage dont on va parler aujourd'hui, donc au SICPF, et le suivi des cohortes si vous avez du RNCP et que vous devez faire du suivi de l'insertion professionnelle à 6, 12 et 24 mois, par exemple. Donc voilà tout ce que fait MyCertif dans un environnement web. Donc c'est un outil qui est accessible sur Internet et donc responsive design. Alors, vous allez le voir après, en fait, c'est important de comprendre qui on est parce que de MyCertif, en fait, on a isolé notre brique, notre module, on appelle ça comme ça, dédié à l'accrochage, pour en faire un service gratuit, qui est l'outil que on va vous présenter aujourd'hui. Avant de vous présenter cet outil et de vous reparler de ce qu'est l'accrochage et à quoi ça sert, on voulait juste repréciser une chose importante, c'est que aujourd'hui, on va pouvoir vulgariser un certain nombre de choses, on va pouvoir vous apporter un certain nombre de réponses à vos questions, mais nous ne sommes pas la Caisse des dépôts. C'est-à-dire que tous les process qui ont été mis en place et tout ce qui va être dit ici va vous permettre de vous aider ou de démocratiser un propos, mais on ne prend pas la parole à la place de la Caisse des dépôts. Ça nous paraissait important de le préciser. Et donc, en bout du bout, si vous avez des questions ou des problématiques, on pourra vous aider à y répondre, mais ce sera quand même mieux d'envoyer des tickets à la Caisse des dépôts, notamment pour vous protéger juridiquement en cas de souci. Donc, ça paraissait important. Et donc, on s'excuse par avance si par habitude ou par maladresse ou par méconnaissance, non-connaissance ou mésinformation, eh ben, parfois, on va peut-être prendre des raccourcis et puis derrière, voilà, ne tenez pas rigueur.
Et surtout, ne dites pas à la Caisse des dépôts: «Ah, mais c'est Certif qui nous a dit qu'il fallait faire ça comme ça». Bref, on est là pour aider, mais on ne se substitue pas au cadre légal et aux instances étatiques. Alors, le besoin urgent, et qui est devenu de plus en plus urgent, parce que ce webinaire, ça fait plus d'1 an qu'on le fait. Et quand j'ai créé cette slide, le besoin urgent, il était lié à la réglementation sur le portail des responsables de diplôme et de certification géré par la Caisse des dépôts, qui disait qu'avant le premier semestre de mémoire 2022, il fallait avoir démarré son accrochage sous peine de sanction. On voit ici que j'ai repris sur cette slide. Et maintenant, je crois que le cadre légal s'est un tout petit peu plus renforcé, puisque l'urgence aujourd'hui, et peut-être ce qui fait la réussite du monde qu'on a aujourd'hui lors de ce webinaire, c'est que je crois de sources assez sûres que beaucoup d'entre vous, beaucoup de certificateurs ont reçu un courrier de mise en demeure de la Caisse des dépôts qui les met en demeure d'avoir accroché sous du X jours ou X semaines depuis 1 mois, et que ce courrier a été envoyé, je crois, très massivement, y compris à des personnes, des certificateurs qui ont déjà réussi à accrocher. Donc, il y a un besoin urgent, et ce besoin urgent, la réglementation, elle est claire, ça fait depuis 2021 qu'elle en parle, et ça fait depuis 2022 qu'elle a resserré les vis, et maintenant, avec ce courrier, c'est assez limpide. Les organismes certificateurs détenteurs d'un RNCP ou d'une certification déposée au répertoire spécifique doivent accrocher, procédure de génération d'un XML, les titulaires de leur certification, et de manière rétroactive depuis le 1er juillet 2021. Pourquoi on vous demande de faire ça? Désolé pour les redites si vous êtes à l'aise avec tout ce sujet-là, mais c'est bien qu'on soit tous au même niveau d'information. Parce que la Caisse des dépôts, France Compétences et la loi Avenir professionnel et toutes les évolutions qu'on a connues de la réforme de la formation professionnelle ont décidé de nous créer, à nous tous, citoyens français, ce que l'on appelle un passeport de compétences. De compétences et d'orientation d'ailleurs. Ce passeport de compétences qui va être géré, qui est en train d'être développé d'ailleurs par la Caisse des dépôts, va être un réceptacle notamment de l'ensemble de nos diplômes, et parchemins et certifications en tant que citoyen français. Quand on se connectera sur notre France Connect, on aura tout ce réceptacle et toutes ces certifications et diplômes. Et donc, pour faire ça, eh bien, je pense que ça, c'est plutôt assez logique. L'État a décidé que ce ne serait pas déclaratif. Ça ne va pas être aux citoyens français de dire « moi, j'ai ça ». C'est trop facile, trop falsifiable et trop non sécurisé. Et donc, dans le passeport de compétences, il a été décidé que ce serait l'organisme certificateur qui déclarerait qui il a titularisé, quand et sur quelle certification. Et donc, c'est bien à vous, dans votre rôle de certificateur, de faire ce travail-ci. Et pour faire cela, eh bien, la Caisse des dépôts a mis en place une procédure qui est ce qu'elle est sans doute critiquable, mais je pense que tout est critiquable. En tout cas, c'est la procédure qui a été mise en place, c'est via un dictionnaire à respecter pour générer ce qu'on appelle un fichier XML. Et c'est ça que l'on va voir à travers notre outil. Avant cela, du coup, Elodie peut-être, qui s'est présentée en début de webinaire, hein, Elodie Arnaud, qui est directrice certification et utilisatrice de notre outil chez AD Éducation, peut-être te représenter rapidement, mais peut-être représenter au sens large, vous, comment et pourquoi vous utilisez l'outil. Mais avant ça, voilà, c'est qui AD Éducation, combien de certifications vous avez, combien tu as de petites lignes Excel à créer dans l'outil pour gérer tes accrochages. Est-ce que tu en gères 50? Est-ce que tu en gères, je sais pas, je sais même plus combien tu en gères, 5000. Et comment, voilà, comment tu as, toi, découvert, étant professionnel du monde de la certification professionnelle, toute cette problématique de l'accrochage. Et voilà. Très bien. Alors, AD Éducation. Donc, AD Éducation est un groupe d'éducation français qui rayonne à l'échelle européenne sur la thématique des formations créatives. Nous disposons à peu près 70 campus à l'échelle européenne, mais véritablement, donc, nous sommes présents dans 10 pays, dans 10 pays en Europe, donc bien sûr en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, et autre part. Nous avons donc au total 20 établissements, 70 campus donc au total, et nous accueillons à peu près chaque année 35 000 étudiants, donc sur un total de 20 écoles.
Et pour effectivement former ces étudiants, nous avons un portefeuille de certification d'une dizaine d'RNCP, euh, ce qui fait un total par an aux alentours de 3000 certifications à déposer, donc à accrocher chaque année. Euh, la précaution d'usage, effectivement, tu le rappelais tout à l'heure, c'est notamment pour le suivi des cohortes. Nous nous basons effectivement sur des fichiers Excel pour eh bien, déterminer effectivement quels sont effectivement les titulaires de la certification qui seront donc à accrocher à la caisse des dépôts. Lorsqu'il y a eu cette annonce de l'accrochage certificateur, et notamment la mise en garde, tu l'as rappelé tout à l'heure, donc qu'au plus tard, en juin 2022, toutes les certifications devaient être absolument accrochées sous peine effectivement de sanctions, eh bien, le groupe AD, je n'y étais pas à l'époque, mais voilà, une personne que tu connais très bien s'en occupait avant moi, Perrine, clin d'œil d'ailleurs à Perrine, eh bien, effectivement, utilisait les fichiers Excel pour tenter de faire cet accrochage certificateur sur le SI-CPF. La difficulté qui a été tout de suite rencontrée, c'est la génération, tu l'as dit tout à l'heure, du XML. C'est-à-dire que ce n'est pas un fichier Excel classique qu'il faut effectivement déposer. Eh bien, c'est un fichier qui est donc avec la terminaison .xml qui est attendu par la Caisse des dépôts. La difficulté première, ça a été, on peut maîtriser Excel, mais transformer ça en XML, ça signifie qu'il faut avoir des notions de codage, HTML, bêta, balises, fermer les balises, etc. Enfin bon, on commence à rentrer dans un univers dont nous ne maîtrisons pas les compétences pleines et entières. Et donc, la difficulté a été cette transformation, cette génération de fichiers, de nombreux fichiers Excel en fichiers XML. Et donc, effectivement, eh bien, j'ai envie de dire, heureusement que MyCertif s'est positionné sur ce champ-là et a proposé effectivement de faciliter ce transfert d'extension .xls en extension .xml. Est-ce que tu veux que je développe ce fichier-là? Est-ce que tu veux que Je je pense qu'en vous... fait, après, on va le Tu faire vas le... ensemble. On va Très faire un bien. exemple ensemble. Et je pense que ce qui serait bien, c'est que tu n'hésites pas, je vais montrer un exemple concret, Oui, des cas un peu tortueux que tu as rencontrés, oui, notamment dans le voilà, remplissage, sur les dates de naissance, sur les noms exactement. d'usage. Et ça, je pense que c'est essentiel d'avoir Très ton bien. expérience là-dessus, parce que je pense qu'on va découvrir justement pas mal de petites choses. Mm. Mais c'était bien, voilà, de contextualiser comment tu utilises l'outil. Alors, du coup, on va vous montrer la solution là, qu'on a mis à disposition. Du coup, je rappelle Oui, qui est gratuite. Et cette solution, donc, elle permet aux certificateurs via Excel, puisque c'est ce qu'ils connaissent le mieux aujourd'hui, de pouvoir continuer à traiter leurs données et à générer le XML via notre outil. Alors, je ne reviens pas sur l'explication, c'est la brique de l'accrochage qu'on a exporté de MyCertif pour en faire cet outil. Les quelques chiffres, on n'a pas besoin d'en parler. Je pense qu'aujourd'hui, notre outil, je pense, est celui qui est certainement le plus utilisé par les organismes certificateurs pour générer des XML. Et c'est tout. Alors, pour faire tout cela et pour être dans le cadre légal et réglementaire de la Caisse des dépôts, avant même de vous montrer l'outil pour générer le XML, il y a peut-être des gens parmi l'assistance aujourd'hui qui ne sont pas encore identifiés en tant qu'organisme certificateur auprès de la Caisse des dépôts. Donc, la première chose à faire, qui est très importante, c'est que sachez que, en fait, vous avez une chose capitale à faire, c'est pour aller déposer ce fichier XML, vous allez devoir aller sur ce portail que la Caisse des dépôts a créé, qui est le portail d'information des responsables de diplôme et de certification. Mais sur ce portail-là, pour aller déposer votre XML, il faut que vous vous connectiez. Et pour vous connecter, il faut avoir des identifiants. Pour avoir ces identifiants, et puis il faut que la Caisse des dépôts vous les ait envoyés. Mais s'ils ne vous ont pas identifié,
Et visiblement, ça n'a pas l'air d'avoir été automatique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris la liste de tous les certificateurs de France Compétences pour leur envoyer leurs identifiants. Visiblement, il y en a qui ont l'air de dire « mais moi, je ne suis pas au courant, je n'étais pas au courant ». Donc, comme nul n'est censé ignorer la loi, eh bien, c'est à vous de faire la démarche de dire « coucou, j'existe ». Donc, vous allez sur ce lien-là, que je vais vous copier-coller dans le chat, ne l'aurait pas fait, et vous sélectionnez le motif de prise de contact sur ce site-là en disant bah, « je souhaite me faire connaître et procéder à mon accrochage ». Quand vous allez faire ça, vous allez pouvoir remplir un formulaire en tant qu'organisme certificateur pour dire que oui, vous êtes un organisme certificateur, vous êtes détenteur d'un RNCP ou d'un RS déposé à France Compétences, vous allez remplir tout le questionnaire et donner vos informations, qui vous êtes, etc., etc. Et la Caisse des dépôts va vous envoyer deux choses, vos identifiants pour vous connecter à ce site pour pouvoir procéder à votre accrochage, ce qu'on va appeler l'ID client, l'ID contrat ou aussi le numéro BCR. C'est ce que vous avez, si vous n'êtes pas à l'aise avec ces notions, ne vous inquiétez pas, c'est des choses qu'on va vous envoyer, vous n'aurez juste à les copier-coller dans votre fichier Excel, c'est pour qu'on puisse vous identifier, ce sera votre numéro unique en tant que certificateur sur le portail de la Caisse des dépôts. Donc ça, c'est le premier point important à faire, c'est de vous faire identifier. Ensuite, vous allez aller sur notre outil qu'on a créé sur accrochage.mycertif.fr, que j'ai ouvert ici. Donc, je vous le colle dans le chat si vous voulez. Et sur ce site-là, vous avez une seule chose à faire. Vous allez suivre les étapes et on va les faire ensemble. La chose la plus importante à faire, c'est commencer par télécharger notre modèle Excel. Vous n'allez pas pouvoir convertir un XML à partir de votre fichier Excel. Il va falloir transvaser vos données dans notre modèle parce que sinon, c'est impossible de générer le fichier XML. Donc, vous cliquez, vous ouvrez le fichier Excel comme ce que je fais à l'instant. Mettre sur le bon écran. Tac. Voilà le fichier à quoi il ressemble. Et on va le décrypter ensemble. Ce fichier-là, il a été construit à partir du dictionnaire qui a été monté par la Caisse des dépôts. On vous a remis en info, d'ailleurs, dans le deuxième onglet ici. Et on s'est arrêté à la version 16, je crois qu'on est à la version 22, mais aujourd'hui, ça continue à fonctionner et il faut qu'on mette à jour certaines petites choses éventuellement, mais aujourd'hui, en tout cas, ça continue à réussir d'accrocher sans trop de complications, donc on est resté à cette version-là. On va décrypter ensemble tous les éléments. En haut de ce tableau, on vous a mis quelques champs que vous pouvez renseigner pour vous rappeler ce fichier Excel-là, à quoi il sert. Certains certificateurs l'utilisent de différentes manières. Soit pour l'accrochage, il crée un fichier Excel par durée de certification, soit il crée un Excel par année, d'autres par trimestre. Je ne sais pas, Elodie, toi, tu fais comment d'ailleurs? Alors, ouais, moi, ce que je fais, c'est que vu que nous avons plusieurs écoles, en gros une dizaine d'écoles sur le territoire français, sur un total de 20 établissements en Europe, en fait, nous faisons un fichier par école, puisque chaque école est titulaire de son propre RNCP ou RS. Donc, ça nous facilite en fait après l'archivage des données. Et je suis très rigoureuse sur le remplissage des lignes que tu présentes, déclarant, certification, promotion, date d'envoi, puisque ce sont véritablement les preuves en fait du bon accrochage de l'ensemble d'une promotion par RNCP. Donc, en tout cas, ce qui est important, c'est que vous allez générer des XML. Vous allez déposer des XML, mais vous allez avoir des erreurs. On va voir ça ensuite. Donc, il va falloir pouvoir mettre à jour ces éléments. Donc, pour les mettre à jour, vous allez devoir régénérer des XML. Donc, vous allez certainement gérer plusieurs fichiers Excel qui vont vous donner plusieurs XML. Et donc, pour vous y retrouver, n'hésitez pas à remplir ces cases pour pouvoir bien savoir à quoi ça correspond. Donc, on va reprendre étape par étape. Pour faire votre accrochage, voilà tout ce qu'on vous demande. On vous a remis ici tous les éléments de la ligne 11 à la ligne 18. Et on a tout redécrypté. Et d'ailleurs, vous voyez en ligne 14, le type de champ, on vous a mis même des commentaires dessus. Donc, n'hésitez pas à les regarder si vous ne vous souvenez plus de ce qu'on se sera dit aujourd'hui. L'objectif, pour accrocher quelqu'un, donc pour dire à la Caisse des dépôts, moi, j'ai titularisé cette personne, eh bien, il faut vous identifier comme étant, oui, mais vous êtes qui? C'est qui l'organisme certificateur? Donc, il faut rentrer votre ID client et votre ID contrat que vous aurez reçu par la Caisse des dépôts. Là, je rentre les numéros au hasard pour vous donner un exemple. Voilà, moi, on va dire que je suis le certificateur Rich ID. Et ça, c'est les identifiants qu'on m'a envoyés. Et donc, je les copie-colle et je ne me pose pas de questions. Ensuite, il faut identifier
quelle est la certification que j'ai octroyée à tel ou tel titulaire. En l'occurrence, on va dire que là, c'est un RNCP. Vous voyez, il y a certains champs avec des ascenseurs. Il faut respecter le format. Dans le dictionnaire, on ne nous permet pas d'écrire autre chose que l'un des deux éléments. Donc, en l'occurrence, c'est RNCP ou RS. Là, je vais mettre RNCP. Il faut identifier ce RNCP parce qu'on ne peut pas dire que je fais titulariser n'importe qui sur n'importe quel RNCP. Il faut bien que ce soit en lien avec mon organisme certificateur. Moi, je vais créer un RNCP aujourd'hui. Le RNCP 1212. Là, j'attire vraiment l'attention justement des futurs, de ceux qui vont saisir. Pensez bien à mettre vraiment comme c'est notifié, c'est-à-dire RNCP. On ne met pas que le numéro, le code spécifique du RNCP. Puisque s'il n'y a pas RNCP et les chiffres à la suite, le système bloquera. Donc oui, on a déjà choisi le répertoire en colonne 4.1, mais il faut ressaisir effectivement le répertoire et son code tout attaché, pas d'espace, pas de tiret, pas de point, pas de slash, rien. C'est vraiment le répertoire et tout de suite on colle le code justement du titre. Je vous assure que quand vous devez accrocher 3000 personnes et que vous vous êtes rendu compte que ça s'est oublié, voilà, c'est très gênant. C'est très Mais c'est gênant vrai de devoir que refaire. on a remis le format et la ligne 18, elle est vraiment capitale. C'est que dans le format-là, si on écrit RNCP 99-99, c'est pas pour qu'au final, vous écriviez RNCP espace 99-99. Vraiment capital, gardez-le en tête. Il faut vraiment respecter le format qu'on a mis. C'est notre format dans le fichier Excel, mais en fait, c'est le format qui est imposé par le dictionnaire de la Caisse des dépôts. Ensuite, effectivement, après avoir identifié votre numéro de certification, vous allez mettre la nature du déposant. Ça peut être soit vous, le certificateur, soit un tiers de confiance. Moi, franchement, le cas que j'ai rencontré le plus souvent, et puis il y a des histoires de co-certificateurs, etc. Pour l'instant, le plus souvent, ce qu'on rencontre, c'est le fait que je sois moi-même mon propre certificateur. Donc, je pense que dans votre cas de figure, ce sera ce cas-là aussi. S'il y a des cas particuliers, n'hésitez pas à poser la question, on peut en parler en aparté. Mais là, en l'occurrence, je suis le certificateur et donc je suis détenteur de ce RNCP 1212 et voilà mes identifiants. Ça, c'est pour mon identification. Ensuite, on va passer à toute la rubrique qui s'appelle identification en lien avec le passage de la certification. Alors, on va mixer plusieurs choses là-dedans, mais le plus important, c'est, je crois, ce numéro-là qui a beaucoup de mal à être compris par beaucoup d'organismes certificateurs. C'est ce qu'a créé la Caisse des dépôts comme étant l'ID technique. L'ID technique, c'est un numéro qui doit être unique par passage de certification et qui identifie un titulaire en lien avec une certification et un jury. Et c'est par ce numéro-là, donc on va dire que c'est l'identifiant unique du parchemin lié à la personne qui l'a obtenu. Et cet identifiant-là, il doit être unique parce que c'est par cet identifiant-là que vous allez pouvoir mettre à jour et discuter avec la Caisse des dépôts demain des mises à jour de cette personne. Par exemple, on verra plus tard si cette personne, je me suis trompé, en fait, elle n'a pas eu le RNCP 1212, elle a eu le RNCP 1213. Ça change quand même beaucoup la donne parce qu'en fait, l'un, c'était chargé d'affaires et puis l'autre, c'était responsable marketing. Qui mène au métier, à deux métiers qui sont totalement différents. En l'occurrence, l'ID technique, c'est à vous de le créer. Alors, si vous ne remplissez pas cette case, MyCertif va vous générer automatiquement un numéro, mais ce n'est pas souhaitable parce que c'est par ce numéro-là qu'il faudra que vous retrouviez demain les personnes sur lesquelles vous voulez faire des corrections. Alors, il y a plusieurs possibilités. D'ailleurs, tu me diras, Elodie, comment toi tu l'as créé, ce numéro ID technique. Évitez le 1, 2, 3, 4, 5. Unique, encore que ça marcherait. Moi, en général, ce que j'aime bien dire, c'est de mettre peut-être des dates. Par exemple, on verra la date de naissance de la personne, mais peut-être on peut remettre la date de naissance de la personne, tirer le mois, tirer le jour, tirer l'année d'obtention et donc du jury de certification. On va dire que c'était en mars 2023, le 25, et que c'est une personne qui était le numéro 4 à passer en jury et que on peut mettre une clé d'identifiant unique, voilà, et que ça, c'est le numéro 4 et puis que c'est la clé unique 1. Voilà, ça, c'est un numéro plus ou moins unique. La deuxième personne à avoir passé la certification ce jour-là, on verra ensuite. En l'occurrence, c'est une personne qui est née en 89, je ne sais pas, en mai, le 23. Et en passage de certification, c'était la 5e à passer et le numéro de clé, le numéro 2. Voilà, je ne sais pas comment vous voulez composer ce numéro. Ce qui est essentiel et capital, c'est qu'il doit être
unique. Toi, je ne sais pas, Elodie, comment tu le fais, ce numéro. Alors, on a pris la décision cette année, effectivement, de lier en fait le numéro étudiant ou le numéro en fait du futur du candidat à la certification. Lors de l'inscription, un numéro lui est attribué sur nos systèmes d'information et c'est un numéro qui va le suivre tout au long de son parcours. Donc, si le Et qui parcours est dure un unique. an et qui est unique en fait, puisqu'à chaque candidat, un nouveau numéro est généré. Et donc, ça sera ce numéro-là qui sera utilisé. Et j'insiste aussi, enfin, c'est un petit tips que je vous donne. Ce numéro-là, on a pris la décision, on a acté. C'est ce numéro qui apparaîtra sur le parchemin pour rendre justement le parchemin infalsifiable. Donc voilà, c'est un petit conseil que je vous livre. En tout cas, au sein d'AD, c'est ainsi que cela fonctionnera. Puisqu'on a essayé effectivement, comme le système que tu proposes avec les dates de naissance, etc., ça demande effectivement une gymnastique de stocker quelque part véritablement la même appellation pour chacun des certifiés, alors que pour nous, voilà, non seulement on a beaucoup d'homonymes, on a beaucoup de personnes qui sont nées sur les mêmes dates, etc. Donc, c'est très compliqué que de passer par ce système. Donc, voilà, le numéro d'inscription généré par notre système d'information permet d'avoir cette ID technique et permet de rendre infalsifiable le parchemin, donc en récupérant ce numéro que l'on affichera sur le parchemin. Autre point, effectivement, cette ID technique, si jamais vous avez fait effectivement une erreur et que vous arrivez à accrocher, mais finalement le SICPF vous refuse voilà, l'accrochage de certains titulaires, c'est ce numéro d'ID technique qui sera généré. Donc, ce qui fait, ça vous permettra d'aller retrouver la ligne qui est concernée par cette ID technique. Tout à fait, ça on le verra à la fin, l'accusé de traitement que vous aurez Voilà, sur c'est le ça. portail des responsables de diplôme et certification, il ne vous dira pas Clément Biche n'a pas été accroché, il vous Non. dira 1986-01-15-2023, pas OK. Mais lui, si vous ne savez pas qui c'est compliqué. C'est pour ça qu'on vous invite à créer ce numéro et à ne pas le laisser générer automatiquement par notre outil. Après, c'est vrai que quand on utilise MyCertif, nous, notre logiciel, bah voilà, on a justement créé aussi, comme ton système d'information, une clé unique. Et donc, bah, vous n'avez pas à vous embêter avec ce sujet-là. Ensuite, on va continuer à avancer un petit peu. Donc, la personne là à qui on a créé ce numéro d'ID technique, eh ben, on est en train de l'accrocher. On peut mettre l'URL de preuve du parchemin si on l'a. Il y a des systèmes, certains systèmes qui utilisent des outils de blockchain, etc. Si vous voulez mettre l'URL de preuve, c'est possible, mais c'est facultatif. Donc, ce qui est facultatif, moi, en général, je ne le renseigne pas parce que c'est tellement source possiblement d'erreur. On ne va pas le mettre. Ensuite, si cette personne elle a eu des options sur son RNCP 1212, en fait, il y a des options. Bah, on peut, pareil, ici mettre le libellé d'options. C'est facultatif, je ne le mets pas. En l'occurrence, ouais. Ce qui est intéressant pour le libellé d'options, ça peut vous permettre aussi vous avez l'info quand au RNCP, il y a une nouvelle colonne qui a été générée avec le nouveau tableau des promos. Effectivement, il faut mentionner l'option qui a été choisie pour ce RNCP. Aujourd'hui, on a des RNCP avec des blocs de compétences fixes et des blocs optionnels. Donc, ça permet effectivement à la fois d'être sûr du bon libellé qu'on fera apparaître dans cette colonne 5.3. En fait, on reprendra l'information que l'on aura notifiée dans notre tableau des promos au RNCP, dans la colonne qui est à cet Ouais, effet. très bien, pas bête. Mm. J'en profite d'ailleurs, ça me fait penser à une question qui nous a été posée sur notre groupe LinkedIn, là, un peu privé, dont on vous parlera à la fin. Aujourd'hui, on accroche, dans le cas du RNCP et des blocs, on accroche que ceux qui ont obtenu l'ensemble de leurs blocs. La question nous a été posée et la Caisse des dépôts a répondu à cette question en disant qu'aujourd'hui, le système demain permettra certainement d'accrocher des acquisitions partielles de blocs, mais aujourd'hui, ça ne concerne que ceux qui ont obtenu la certification complète, donc tous les blocs. Et j'en profite pour ajouter une autre mention aussi, parce que la question nous a été posée, et ça ne concerne pas que les certifications professionnelles qui ont été financées par le CPF, à ne pas confondre l'accrochage au SICPF et le financement du CPF. On doit accrocher tous les titulaires depuis 2021, indépendamment de savoir s'ils ont été financés par le CPF ou non. Voilà, je préfère le préciser parce que c'est une question qui nous a déjà été posée plusieurs fois.
Donc, on va Donc ça continuer. Cette personne, signifie, formation initiale, aussi, hein? Pas que complètement. formation voilà, donc c'est bien la C'est formation tous ceux qui initiale. ont un parchemin lié À à un RS ou niveau, un RNCP. Quelle que soit leur voie d'accès, y compris la VAE, quelle que soit leur voie d'accès et quel que soit leur financement. voilà. Donc, libellé d'options, on a vu. Alors, par contre, ce qui est important, l'obtention de la certification, est-ce qu'elle a été obtenue par admission ou par scoring? En clair, est-ce que c'est du acquis, non acquis de la certification, oui, non? Ou est-ce que pour certaines certifications, et ça dépend de vos dépôts et de vos règlements de dépôt à France Compétences, certains sont par scoring, il faut avoir une certaine note pour pouvoir acquérir la certification. Donc, si on met par admission, on n'aura pas de note à mettre un peu plus loin. Si on met par scoring, on aura une note à mettre un peu plus loin dans ce tableau. On va faire les cas que j'ai le plus rencontrés aujourd'hui, qui sont par admission. Aujourd'hui, une certification, elle est acquise ou non, sur base des acquis sur les blocs ou sur les compétences de son référentiel, indépendamment des notes modules de formation. Il n'y a pas de scoring en général. La donnée certifiée, alors ça, c'est une colonne un peu particulière qu'on vous demande en 5.5. De mémoire, c'est l'histoire de est-ce qu'au moment où la personne a obtenu sa certification, eh ben, la certification, elle est valide tout de suite ou non? Alors moi, j'ai souvent rencontré le cas où, en fait, c'est obligatoirement oui, puisque la certification, dès lors que j'ai signé mon PV de jury de certif, eh ben, il est certifié, il n'y a pas de question à se poser. Mais a priori, il y a certaines habilitations qui sont gérées dans l'un des deux répertoires de certification où on pourrait encore attendre l'avis d'un ordre au-dessus ou l'avis de certains éléments. Et donc, on pourrait dire, je l'accroche parce que moi, j'ai fait mon jury de certification, il a bien obtenu sa certification, mais possiblement, en fait, on pourrait aussi finalement ne pas lui accepter. Ce cas-là, je ne l'ai pas trop rencontré. Pour l'instant, on va rester sur le cas le plus générique, encore une fois. La personne que je suis en train d'accrocher là, elle l'a eu par admission, elle est certifiée tout de suite, il n'y a pas de débat. Vous pouvez rentrer certaines données à titre peut-être d'information pour vous, pour garder de l'historique sur la date de début d'examen, de fin d'examen, de modalité de passage d'examen et de code postal de centre d'examen. Ça, c'est surtout pour avoir des infos sur l'organisme de formation qui a suivi cette personne. Ça peut être pratique si vous avez des organismes de formation habilités externes qui utilisent votre certification, de pouvoir remettre certaines données. En l'occurrence, là, c'est facultatif. Je ne vais pas les renseigner pour pas que ce soit trop confusant. Et on va avancer parce que vous allez voir, il y a encore beaucoup de cases à remplir. Ce qui est important sur cette certification-là qu'on est en train d'attribuer à cette personne, ensuite, c'est de savoir à partir de quand elle est valide et à partir de quand elle n'est plus valide. La date de début de validité, donc la case 5.10, eh bien, en général, c'est la date de jury de certification. Moi, je vais rester cohérent dans mon exemple ici. J'avais dit que c'était le 25 mars 2023, puisque j'ai mis cette date dans l'ID technique. 2023, mars 25. Et là, vous voyez déjà le format des dates, même si nous, dans le Excel, si vous mettez des slash, ça va marcher, mais le format qui est attendu, c'est ce format-ci. Donc, c'est pas, vous n'aurez pas 3 colonnes. Il y a des gens qui me disent, j'ai 3 colonnes pour le jour, la date, enfin le mois et l'année. En l'occurrence, c'est tout dans une seule cellule pour retravailler vos données si besoin. Mais si vous faites des copier-coller, essayez de ne pas copier-coller avec des slash, mais copier-coller avec des tirés dans ce même format-là, année-mois-jour. Et si ensuite Excel se retransforme avec des slash, il n'y a pas de souci. L'intégrité, en tout cas, de la donnée initiale, elle sera bien avec des tirés et ça marchera dans la génération du XML. Mais si vous respectez pas ce format, ça peut ne pas marcher. En tout cas, il nous faut la date de début de validité de ce RNCP obtenu par moi-même. Vous la renseignez. Date de fin de validité, il y a encore certaines certifications, notamment dans le cadre d'habilitation ORS, qui ont des dates de fin de validité. La plupart du temps, les certifications sont acquises à vie. Donc là, ça n'a pas lieu d'être, mais c'est une donnée qui est obligatoire. Donc, il est hors de question de laisser la case vide, sinon ça ne va pas marcher. Et donc, soit vous mettez une date parce qu'il y a une date de fin de validité, soit ça n'a pas lieu d'être. Et le petit mot informatique que nous a inventé la Caisse des dépôts veut dire n'a pas lieu d'être, c'est nil. N-I-L-L, donc, entre notion nil. Et vous ne laissez pas la case vide. Ensuite, on a un certain nombre d'éléments en lien avec des équivalences en langue et en référentiel de compétences sur le DIGCOMP, qui est un référentiel numérique. Je n'ai franchement jamais rencontré le cas aujourd'hui. Donc, mais il y a des données qui sont obligatoires. Donc, on vous demande, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez est-ce que le titulaire dispose d'informations sur le niveau de langue européen, etc. Est-ce qu'il y a des équivalences, etc., etc. Alors, en l'occurrence, si c'est des certifications en langue, je pense qu'il y a un vrai intérêt à utiliser
cette case. Moi, je n'ai pas vraiment rencontré le cas. Donc, pour l'instant, le cas que j'ai le plus rencontré, c'est de mettre non, parce que en l'occurrence, je n'ai pas de logique et de liaison avec la présence en langue niveau Europe. Pareil pour le référentiel. Vous pouvez regarder les petits commentaires là, en ligne 14. Là, il y a un référentiel qui s'appelle le DIGCOMP, où on pourrait avoir des équivalences. La plupart du temps, des certificateurs que je rencontre, mais en tout cas sur l'exemple qu'on est en train de faire, il n'y a pas d'équivalence. Si vous avez le cas, n'hésitez pas à aller regarder dans le dictionnaire, hein, dans le deuxième onglet de la Caisse des dépôts, à quoi correspond exactement cette notion et ce qu'il faut faire. On va nous poser la question et on pourra peut-être la poser à la Caisse des dépôts. Donc la plupart du temps, ça c'est non, non et non. Le scoring, si plutôt, comme je vous l'ai dit, vous avez mis obtention de la certification par scoring et non pas par admission, eh bien c'est ici, point, que obligatoirement vous devez mettre votre score. Je ne sais plus si le TOEIC ou le TOEFL, etc., sont des certifications professionnelles, mais si c'est le cas, bah, ça sera ici marqué 958. En l'occurrence, on n'a pas de score puisqu'on a mis que c'était par admission. Donc, ça n'a pas lieu d'être. Donc, vous écrivez 1000. Et s'il y a des mentions à votre certification, les mentions, elles sont définies par la Caisse des dépôts et France Compétences ainsi. Vous sélectionnez ce que vous pouvez et si vous faites des copier-coller, vous vous assurez que vous renseignez exactement les mêmes mots tels qu'ils sont définis dans ce petit ascenseur. Donc, en l'occurrence, là, ici, moi, j'ai pas de. C'est même pas que j'ai pas de mention, c'est que j'ai rien défini de tout ça auprès de France Compétences. Il n'y a pas d'histoire de mention, donc je mets n'a pas lieu d'être. Ensuite, si vous aviez, là, on a un certain nombre d'éléments facultatifs. Si vous aviez notamment sur les équivalences au niveau numérique européen, sur le fameux référentiel dont on a parlé avant, bah, ce serait ici qu'il faudrait mettre le score général, le niveau, les équivalences, etc., etc. Encore une fois, ce cas-là, pour l'instant, je l'ai vraiment très rarement rencontré, donc on ne va pas s'y attarder. C'est facultatif, on ne le remplit pas. Cette personne qu'on est en train d'accrocher, il nous faut maintenant ses modalités d'inscription, sa voie d'accès, en l'occurrence. La voie d'accès, c'est pareil, elle a été définie ainsi. Là, on va faire un cas de formation initiale, art apprentissage. Et vous voyez, il y a différents cas de figure. Donc, vous renseignerez celui qui vous correspond, enfin qui correspond à une personne, puisqu'il peut y avoir des cas bien évidemment différents, ligne par ligne, titulaire par titulaire. Là, je vais faire que c'est de la formation initiale hors apprentissage. Si c'était de la VAE, vous pourriez de manière facultative remplir des cases à titre d'information pour regarder l'origine de l'info. Est-ce que c'est de la VAE par la formation? Est-ce que c'est de la VAE classique? Par qui est venue la personne? Pôle emploi, un employeur, un OF, etc. Donc, pour résumer, avant d'arriver à l'identification de ce titulaire, on a renseigné concrètement qui on est, via notre numéro unique qui a été fourni par la Caisse des dépôts. Quelle certification professionnelle on est en train d'accrocher la personne qu'on va nommer, la vie technique qu'on lui a donnée, quand est-ce qu'elle a eu sa certification, est-ce que c'est une certification par admission, est-ce qu'elle a obtenu tout de suite, oui, est-ce qu'il y a une date de validité, non, depuis quand c'est valide, on met la date, il n'y a pas d'équivalence avec les langues, il n'y a pas d'équivalence avec le référentiel numérique européen. C'est une personne qui est venue par la formation initiale. Et maintenant, c'est qui? C'est Biche, moi-même. Nom d'usage, Biche. Prénom, Clément. L'occurrence, nom d'usage est obligatoire. Donc, s'il n'y a pas de nom d'usage, il faut copier-coller le nom de naissance et ne pas rien mettre, sinon ça ne marchera pas. Et là, pour le coup, ouais, vas-y. Pour le coup, ouais, juste une précision on verra tout à l'heure les dates de naissance. J'ai eu le cas, donc je vous le dis, attention notamment aux candidates femmes qui auraient un nom de naissance et un nom d'usage identique, alors que la date de naissance serait plutôt voilà, une candidate, on va dire, un peu senior, puisque le système va reposer la question de savoir est-ce que véritablement cette femme dispose toujours du même nom de naissance ou bien est-elle mariée? Donc, c'est une précaution en fait d'usage. Il faut véritablement faire très, très, très attention à ça, notamment au niveau des femmes, de vous assurer de bien mettre le nom de naissance, certes, mais le nom d'usage aussi.
La règle, c'est de notifier en fait dans ces éléments-là les éléments qui ont été déclarés, notamment à la sécurité sociale. Donc voilà, si vous êtes organisme d'établissement supérieur et que vous proposez par exemple une mutuelle étudiante, etc., eh bien, c'est de prendre les informations qui ont été déclarées à la sécurité sociale pour Mais être pour tout le sûr monde. de disposer. Voilà. En fait, pour tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de cas où on nous dit qu'ici, on a renseigné les infos qui sont sur la carte d'identité et en fait, ça ne marche Et pas. Et en ça fait, passe la Caisse pas. des dépôts a répondu clairement, ne renseignez pas les infos qui sont sur la carte d'identité, renseignez les infos qui sont sur la carte vitale. Donc, c'est bien justement les éléments qui sont liés avec justement toute la sécurité sociale. Et alors, en l'occurrence, je vais vous dire un truc très simple, c'est que moi, si on devait m'accrocher demain, ce n'est pas le cas, ça monte à fou. Mais si on devait m'accrocher là tout de suite, eh ben, ça ne marcherait pas en ayant mis Biche et Clément. Parce que sur je ne sais pas pourquoi, sur ma carte vitale, en fait, en l'occurrence, il y a marqué, mon deuxième prénom, c'est Lionel. Donc d'ailleurs, ici, d'ailleurs, on pourrait mettre Lionel. Ça permettrait d'aider à créer l'identification. Mais sur ma carte vitale, il y a marqué Clément Lee Biche. Et donc, en fait, il faudrait, pour m'accrocher, écrire comme ça sur ma carte vitale, parce que c'est comme ça qu'ils me connaissent visiblement au gouvernement et à l'État, c'est Clément Lee, parce que c'est le Lionel qui a été coupé et je ne sais absolument pas pourquoi. Et donc, je m'appelle Clément Lee Biche. Comme si j'avais un nom composé. Donc, c'est très étrange, mais en l'occurrence, si on avait voulu identifier Clément Biche, eh ben, ça ne marcherait pas. Il aurait fallu marquer Clément Lee Biche. Donc là, c'est très important de repartir des infos de la carte vitale, que vous n'avez bien évidemment pas le droit de collecter, hein, puisque au niveau RGPD, attention, interdiction plus. Et donc, ce sera de la collecte de données où il faudra redemander au candidat qui est maintenant titulaire de sa certification les bonnes informations. Donc, prénom Et secondaire, enfin, pareil deuxième prénom. Oui, sur les noms composés. Attention aux oui. noms composés. Est-ce que c'est un nom composé avec un espace entre les deux noms ou est-ce que le nom de naissance ou le nom d'usage et même le prénom, est-ce qu'il y a un tiret entre les deux? Ou parfois, dans les noms d'usage, vous allez trouver 2 tirets. Maintenant, c'est possible de mettre 2 tirets pour le nom d'usage. Donc, vraiment, la casse, comme on appelle, voilà, la casse d'écriture et doit être absolument identique à ce qui a été déclaré à la sécurité sociale. On le rappelle pourquoi, c'est parce que le CPF, tous nous sommes connus effectivement de la Caisse des dépôts par notre numéro de sécurité sociale. Donc c'est pour ça. On n'est pas connu par rapport au fichier, au registre de quelle carte nationale d'identité, nous sommes connus de l'État par notre numéro de sécurité sociale. Donc tout Et ce qui par est en contre, lien la avec la casse, sécurité sociale doit être important, la casse à respecter, mais par contre, pas majuscule et pas minuscule. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien ici écrire Biche en majuscule, ça marcherait indépendamment du Biche majuscule ou minuscule. Les majuscules ou minuscules ne pas de changent souci. rien et les accents ne changent rien. Là, on a mis Clément avec un accent, mais on aurait pu écrire Clément, que ça marcherait aussi. Par contre, effectivement, c'est le format espace, tiré et composition du nom, comme il est écrit sur la carte vitale. Et sur la carte vitale, en l'occurrence, il me semble qu'il n'y a pas les accents. Mais ça, c'est important, mais vous allez voir pourquoi. Parce que, en fait, comme vient de le dire Élodie, pour nous identifier, pour identifier cette personne que j'accroche, on n'a pas le droit de lui demander son numéro de sécurité sociale parce que c'est personnel. En fait, on va rentrer ces informations pour que la Caisse des dépôts, par le système qu'ils ont appelé la numérisation, vont pouvoir recréer un numéro de sécurité sociale. À partir de l'année de naissance, du mois de naissance, du jour de naissance, du genre, de la commune de naissance, etc., qui sont les éléments qu'on va remplir ensuite, et avec la clé de décryptage qu'ils ont, peuvent recréer un numéro de sécurité sociale. Mais ce numéro de sécurité sociale, ils vont le comparer aux éléments qu'ils ont justement dans les bases. Et si le numéro de sécurité sociale ne correspond pas à un Clément Biche, le deuxième prénom Lionel et le troisième prénom Vivien, c'est-à-dire celui-là, je ne le connais pas, je ne sais pas qui c'est. Et donc, en l'occurrence, là, il dirait que ça ne marche pas parce que sur ma carte vitale, c'est écrit Clément Lee. Voilà, c'est bête, mais c'est comme ça. Donc, il faut renseigner au mieux de ce que vous pouvez. Alors, ça a l'air, là, nous, on connaît des cas de figure où il y a beaucoup de soucis, mais il y a aussi beaucoup de cas de figure où ça se passe très bien. Ne vous inquiétez pas. Donc, vous renseignez un maximum d'éléments, et dont l'année de naissance, dont le mois de naissance, dont le jour de naissance. Et là, désolé par rapport au format de date, désolé, c'est pas de notre faute, c'est la Caisse des dépôts qui a fait ça comme ça, mais avant, on avait des formats de date dans une seule cellule avec des tirets, et maintenant, on vous demande un format de date dans 3 colonnes différentes. C'est malheureusement comme ça, donc il faudra gérer au mieux.
pour mettre les dates de naissance, le genre qui est M ou F, hein, jusqu'à preuve du contraire à date, il n'y a que ça qu'on peut remplir. Ce qui d'ailleurs peut poser souci parce qu'on a eu des cas de figure de personnes qui ont changé de genre en cours d'année ou en cours de peu importe de leur vie et qu'on veut accrocher, et ben on accroche, mais par rapport au genre qu'ils avaient au moment d'obtention de la certification. Tout comme leur nom et prénom au moment de l'obtention de la certification. Parce que si entre-temps j'ai changé ma carte d'identité, j'ai envie de m'appeler Elodie, je fais ce que je veux, mais l'État, lui, me connaît sous mon numéro de sécurité sociale, sous Clément Ly, en l'occurrence. Donc, on rentre les données, et ensuite, on doit rentrer les données sur la ville de naissance pour pouvoir recomposer le numéro de sécurité sociale. Et alors là, c'est pas compliqué, mais c'est du où et où. Soit vous renseignez le code INSEE de la commune de naissance, parce qu'il y a des codes INSEE et ça permet de ne pas se tromper. Soit vous renseignez le code postal de la commune de naissance, je crois que c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est ce que je pense, qu'est-ce qui est le plus connecté. Donc, vous mettez la commune de naissance, je précise, de naissance, pas la commune de ville de résidence actuelle. Il y a beaucoup d'erreurs de ce côté-là. C'est le code postal de la ville de naissance. On n'a pas besoin de mettre le libellé de la commune de naissance, c'est facultatif, et puis c'est soumis à tellement d'erreurs possibles, d'orthographe, de tirets, etc., qu'on ne va pas s'embêter. Et il nous faut le pays. En l'occurrence, on peut accrocher des personnes qui sont nées à l'étranger. Donc, soit on met le code pays, soit on met le libellé du pays. Alors, en l'occurrence, on peut mettre les deux, hein, mais là, si le cas le plus classique, c'est France, bon, bah, on écrit France. Je sais qu'il y a quelques semaines, mois, les personnes qui essayaient d'accrocher des personnes nées à l'étranger, ça ne marchait juste pas, parce que la Caisse des dépôts a répondu que bah, en fait, le système ne marchait pas. Je ne sais pas si tu as l'info, Elodie, si ça a marché entre-temps. C'est redevenu possible. Par contre, là où j'ai eu des difficultés, c'est sur les DROM. Donc, en fait, les personnes qui sont, par exemple, nées à Tahiti, j'ai eu le cas d'une personne qui est née à Tahiti. Il a fallu que je rentre le code INSEE et non pas le code postal. Tant que je forçais le système à vouloir rentrer le code postal, ça ne marchait pas. J'ai contacté le SI et d'ailleurs, hein, je vous recommande, ils sont réactifs, pédagogues, sympathiques au demeurant en plus. Donc vraiment, il faut contacter le SI, le service support en fait, hein, le service support de la caisse si vous rencontrez des difficultés. Et tout de suite, l'agent de ce système m'a dit, eh bien, rentrez le code INSEE pour qu'on soit sûr d'avoir le code de rattachement de Tahiti. Donc, super. Attention, effectivement, pour les pays étrangers. Donc, moi, maintenant, Tahiti ou pas Tahiti, un candidat qui est né à l'étranger, je l'accroche avec le code INSEE. Bon, bah super, ça, c'est une bonne info. Comment contacter le service support? On verra à la fin. Oui. J'ai créé une slide. D'ailleurs, tu peux la préciser parce qu'aujourd'hui, moi, je ne l'ai jamais fait parce que je ne suis pas organisme certificateur en l'occurrence. Oh, je le fais tout le temps, à peu près 3 fois par semaine. Tu nous diras exactement. Donc, voilà. Alors, la bonne nouvelle, pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter à remplir les 8.1.2.3.4, bref, tout ce qu'on vient de faire sur l'identification du titulaire, si ce titulaire a été financé par son CPF, en l'occurrence, on peut rentrer son ID dossier CPF, son nom, son prénom, et par l'ID dossier CPF, en fait, côté EDOF, côté organisme de formation qui a déclaré cette personne comme un financement via le CPF, eh ben, on peut ressortir toutes les infos, et me dire, sans avoir à les ressaisir. Par contre, je précise, c'est où et où. Enfin, c'est où. C'est soit vous remplissez toutes les données de la personne qu'on vient de le faire, soit vous remplissez l'ID, dossier, nom et prénom, mais pas les deux. Sinon, je crois que ça génère une erreur. Voilà, là, on vient de gérer une personne. À partir du moment où vous avez compris comment ça fonctionne, alors là, il y a deux politiques. Soit j'en ai pas beaucoup, je copie-colle la ligne et puis je me les fais à la main un par un. Soit vous formatez votre fichier d'origine à partir de tout ce qu'on vient de se dire là pour pouvoir venir faire un copier-coller. Et juste pour le fun, on va en créer un deuxième pour une deuxième ligne qui a aussi eu le RNCP 1212. C'est toujours moi le certificateur. Je suis toujours identifié par mes numéros de la caisse de dépôt. En l'occurrence, l'ID technique, il est impératif de le changer comme je vous l'ai expliqué. On va dire que c'est quelqu'un qui est né en 89, en mai le 20 et qui a eu sa certification le même jour parce que c'est le même passage de jury de certification, mais que c'était la personne qui est passée en numéro 5 et ma clé, c'est la numéro 2, peu importe. Elle l'a aussi eu par admission.
parce que c'est la même certif. Elle a aussi eu la même date, donc date de début de validité, date de fin, il n'y en a pas. C'est la même certification. Il n'y a pas d'équivalence ni en langue européenne, ni sur les équivalences de référentiel numérique. C'est une personne qui est venue sur la formation initiale aussi hors apprentissage, en l'occurrence qui s'appelle pas comme ça. On va te mettre toi. Allez. Arnaud, Élodie. Eh ben justement, je suis née Ah bah tiens, Cavigioli. tiens, Je suis née Cavigioli et mon nom d'usage est Arnaud Cavigioli très et puis bien. je suis mariée. C'est un très bon exemple. Tac, 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 tac. Tiens, regarde, je vais te faire plaisir. Tu es né en 1984. Ah, d'accord, tu me rajeunis, merci. Je sais pas. Peu importe, je vais pas mettre les Oui, oui, bonnes oui. dates. Moi, j'ai mis les vrais, mais on s'en fiche un peu. Et donc, genre, tac, on va dire que tu es né, je sais pas, à Paris. Et bien N'importe quoi. justement, attention, tu as mis le bon exemple. Paris, il faut absolument l'arrondissement. Ouais, bah, on va dire que tu es né dans le 15e. Voilà. Donc attention, Marseille, Paris, Lyon, Lyon, Bordeaux, je crois aussi, enfin bref, les grandes agglomérations, il faut absolument, absolument mettre les arrondissements, sinon ça reposera effectivement sur une erreur d'accrochage et un non-accrochage au système d'information CPF. bah, ça, pour le coup, c'est ce qui est marqué derrière la carte d'identité, c'est ville de Oui, naissance. Effectivement, il y a bien le bon code postal. On dit pas juste Paris, quoi. On dit effectivement dans tel voilà, arrondissement. entre parenthèses, 12, 15, etc. Donc là, voilà, on a créé 2 lignes. Vous créerez toutes les lignes que vous voulez. On arrive au bout de ce fichier Excel que je vais enregistrer et vous allez pouvoir retourner sur notre site. Donc là, on vient de voir la présentation du fichier Excel. Ensuite, vous retournez sur ce site, donc accrochage.mycertif.fr, et vous allez pouvoir ici conversion d'un fichier CSS en XML, donc conversion d'un fichier Excel en fichier XML. Et si vous avez respecté les données telles qu'on vient de les voir, ça va très bien fonctionner. S'il y a des erreurs, il va vous les afficher en dessous. Et si vous avez modifié l'intégrité du fichier ou qu'il y a des erreurs qui sont pas compréhensibles du système automatisé, enfin bref, qu'il y a une erreur, il y aura carrément écrit erreur, impossible de générer le XML, merci de contacter Clément@mycertif.fr. En l'occurrence, c'est moi. Donc là, on fait choisir un fichier. Le modèle Excel, eh ben, je l'ai là dans mes téléchargements. Je l'ouvre, je fais générer. On vous demande des éléments de données pour qu'on sache qui vous êtes, non pas pour faire, enfin pour faire une chose simple, c'est quand vous allez nous contacter parce que vous allez avoir une erreur. Nous, on a ce qu'on appelle des logs d'erreurs, du coup de manière anonymisée parce qu'on n'a pas besoin d'avoir votre fichier Excel ou de rentrer dans vos données pour vous dire voilà où sont les erreurs, même si des fois vous pourrez nous donner l'autorisation pour aller chercher dans le détail. Mais on pourra surtout aller regarder et dire voilà, j'ai vu que vous avez généré un fichier Excel le 11 mai à 11h55 avec le prénom Élodie, nom Arnaud, etc. Et mon système me renvoie une erreur qui me dit qu'a priori, ligne 418, il manquerait le genre. Et du coup, effectivement, oui, effectivement, j'avais pas vu, j'ai pas fait gaffe, il y avait un trou. Et moi, j'ai pas besoin de regarder votre fichier, j'ai pas besoin de regarder les données personnelles, tout est patouillé. Donc, Et Élodie c'est ce qui Arnaud. s'est passé, je ne sais pas si tu te souviens, il y a 15 jours, je t'ai appelé au secours parce que je t'ai dit, écoute, j'ai tout suivi et finalement, qu'est-ce qui se passe? Il ne veut pas. Et en fait, j'avais mis un espace en trop devant la date, devant le mois de naissance d'un de mes certifiés. Et donc, tu m'as dit, dans le mois, la colonne mois, attention, il y a un espace vide et ensuite, il y a le chiffre du mois de naissance. Et effectivement, tu m'as notifié ces exemples, j'ai fait une recherche et c'était exactement ça. Donc, je peux vous Ça, c'est garantir pratique parce que… que ça évite d'avoir à nous de se mettre en lien avec des données personnelles, etc. et de ne pas avoir de problématiques de Voilà. consentement, etc., etc. Donc, ça permet de respecter le cadre du RGPD. D'ailleurs, j'en profite pour préciser qu'au niveau du RGPD, nous, les données qui sont générées, on n'en fait rien. On ne les traite pas, on ne les conserve pas, on les garde 3 mois sur le serveur et elles sont automatiquement supprimées. Donc, vous êtes seul à gérer. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut que vous archiviez correctement vos Excel et vos XML parce que vous ne pourrez pas dire demain, je l'ai généré sur accrochage MyCertif, je l'ai perdu, renvoyez-le-moi. Nous, on ne garde rien du tout. Enfin, on le garde sur 3 mois s'il y a un vrai pépin, j'en sais rien, technico-technique, juridico, où il faudrait qu'on puisse se protéger un minimum. D'ailleurs, ces règles-là, on verra comment la Caisse des dépôts
imposera ou non de faire certaines choses. En l'occurrence, on a parti de ce qu'on était en train de dire là. Vous voyez, le fichier XML s'est généré, hein, donc il va être dans votre téléchargement de votre page de votre navigateur. Voilà à quoi ressemble ce fichier XML, à qui on a donné un nom totalement arbitraire. Hein. Là, je sais pas, on l'a nommé export avec la date du jour. Voilà à quoi ça ressemble. Et donc là, vous voyez à quoi ressemble le fichier XML, que vous pouvez d'ailleurs ouvrir hein, avec un navigateur, avec un fichier texte. Et vous retrouvez bien ce qu'on a rempli, l'exemple de qui on est, notre numéro ID client, le RNCP 1212. Voilà la première personne que j'accroche, l'ID technique qu'on a créé par admission, la bonne date. Et là, voilà, on a renseigné tous les éléments correctement. Et c'est ceux-là ensuite que vous allez les déposer. Et on voit bien qu'il y a 2 titulaires, puisque ensuite j'ai bien toi, Elodie, et donc j'ai bien les 2 qui s'enchaînent dans cette notion voilà, très informatisée de ce fichier. Donc, voilà comment ça s'orchestre. Une fois que vous avez fait tout ça, on vous rappelle que ça, c'est notre manière de décrypter l'accrochage, mais que vous avez un webinaire officiel de la Caisse des dépôts pour manipuler leurs fichiers, leurs dictionnaires, etc., et pour générer un XML, dans lequel, notamment sur les problématiques de langue européenne, d'équivalence sur le DIGCOMP numérique et je ne sais pas quoi, qui sont des sujets qu'on maîtrise finalement nous peu. N'hésitez pas à aller voir ce webinaire-là, parce que là, pour le coup, je pense qu'il rentre dans le détail et avec le bon wording et tout ce qui va bien. Ensuite, ce qui est important de comprendre, c'est que ce XML, il a plusieurs niveaux de test ou de qualité et que s'il est généré sur notre outil, il a déjà passé ce qu'on appelle le contrôle de surface de la Caisse des dépôts, puisque vous imaginez bien, si on n'utilise pas notre outil, vous générez le XML vous-même. Vous respectez ce que dit la Caisse des dépôts, et puis vous allez écrire à la main dans un fichier texte votre fichier XML. C'est tout à fait possible. Mais si vous vous êtes trompé sur quelque chose et que vous déposez ce XML à la Caisse des dépôts, lui, il va tout vérifier. Vous avez bien les bonnes balises, dans le bon ordre, avec les bons éléments. Et s'il y a une erreur, il va vous dire que votre fichier n'est pas recevable. Il va faire des contrôles de surface pour s'assurer que le fichier est bien recevable. Générer l'outil chez nous, le XML, il est recevable et donc il ne sera pas rejeté pour une erreur de format. Ça, c'est déjà la bonne nouvelle. Ensuite, quand vous allez le déposer, là, on vous a fait une rapide vidéo pour vous montrer comment le déposer parce qu'en l'occurrence, nous, on n'est pas organisme certificateur, donc on n'est pas axé sur le portail des responsables de diplôme et de certification. Mais on va vous montrer à quoi ça ressemble. On va passer tout ce qu'on vient de se faire là. On a téléchargé le modèle Excel, on l'a rempli, on a généré un XML et voilà. Et ensuite, vous allez aller sur le portail des responsables de diplôme et de certification. Vous allez, si ce n'est pas le cas, créer votre compte si vous n'avez pas encore fait avec les identifiants qu'on vous a envoyés. Et voilà à quoi va ressembler le portail une fois que vous avez créé votre compte et accepté tout ce qu'il faut. Vous arrivez sur cette page-là. Et cette page-là, voilà, c'est ça pour déposer votre XML sur le portail des responsables. Ça ressemble à ça. Vous avez un menu à gauche, très simple, dans lequel vous pouvez déposer un fichier, consulter un fichier déposé, notamment les accusés de traitement ou les erreurs associées, etc. Modifier les infos de votre compte, aller vers l'assistance pour justement avoir des infos, ouvrir un ticket ou vous demander des contacts, etc. Et en haut là, on a enlevé les infos, mais en gros, vous avez votre nom, etc., etc. Et au milieu, vous pouvez même, je crois, glisser, déposer un fichier XML. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Enfin bon, dans la vidéo, c'est ce qu'on montre de comment on fait. Vous faites déposer un fichier. Vous allez récupérer, puisqu'on vous demande un point XML de moins de 200 mégas. Et pas d'inquiétude, votre XML ne fera jamais plus de 200 mégas. Vous allez déposer un fichier, vous allez chercher sur votre ordinateur le XML que vous voulez générer et vous le déposez. Et une fois qu'il est déposé, vous avez son statut. En l'occurrence, là, il est en traitement en cours. Il pourrait être en traitement avec erreur, il pourrait être rejeté, il pourrait être plein de choses. En l'occurrence, traitement en cours, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire les contrôles de surface ont été passés, votre XML il est conforme. Maintenant, on va le traiter et on va vous dire ce qu'on a réussi à accrocher, ce qu'on n'a pas réussi à accrocher, pour X raisons. Ces raisons-là, on va vous les donner dans un fichier texte de traitement d'erreurs, dans lesquels vous aurez tout en haut les numéros ID techniques. Vous n'aurez pas les noms et les prénoms, vous aurez les numéros ID techniques dont on a parlé avec 2 points OK. Ça veut dire c'est accroché. Donc, il y aura des OK, 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 OK. C'est bon, j'en ai accroché, je ne sais pas, 2 tiers, 1 tiers. Et en dessous, vous aurez les ID techniques avec KO. Et KO veut dire pas OK. Et en dessous, vous aurez l'erreur. Aucun titulaire ne correspond à cette personne.
la date de naissance renseignée ne semble pas la bonne. Je ne sais pas quelles sont les différentes erreurs, on pourrait les prendre au cas par cas. Et donc, ces erreurs-là, eh bien, il faudra les corriger. Et les corriger pour aller les redéposer. Puisque dans votre rôle de certificateur, vous devez accrocher tous vos titulaires. Et donc, si vous avez des personnes que vous n'avez pas réussi à accrocher, eh bien, il faut aller au bout de la démarche pour essayer de tout faire pour arriver à les accrocher pour que dans leur passeport de compétences, ils puissent savoir l'information qu'ils sont bien titulaires de votre certification. Est-ce que je résume dans cette slide-ci? Et d'ailleurs, la Caisse des dépôts sur son portail a résumé la plupart des erreurs fréquentes que les certificateurs rencontrent. Donc, n'hésitez pas à aller regarder cette liste. Mais le plus important et l'erreur la plus classique que l'on rencontre, c'est la fameuse « aucun titulaire ne correspond ». C'est-à-dire en clair, avec les infos, nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, etc., en recomposant le numéro de sécurité sociale de cette personne, il ne retrouve pas Clément Biche dans les bases. Et donc, il dit qu'il ne le retrouve pas. Il ne vous dit pas pourquoi il ne le retrouve pas. Certainement lié à une erreur de collecte, c'est des éléments qui ne sont pas bons. Et donc, il va falloir que vous fassiez la chasse à ces éléments-là en disant, bah oui, en l'occurrence, je me suis trompé, il n'est pas né en 86, il est né en 89. Donc, il faudra aller corriger dans le Excel le 86 en 89, régénérer un XML et redéposer le XML avec le même ID technique pour dire à la Caisse des dépôts, effectivement, je redépose cette personne-là parce que je me suis trompé. Et donc voilà, en la redéposant, en l'occurrence, j'ai mis à jour des éléments. Donc, prenez en compte ces éléments pour essayer de l'accrocher. Ensuite, toutes ces erreurs-là, je pense que le plus simple, c'est de les voir au cas par cas. On pourra les traiter ensemble. Élodie, tu as peut-être des exemples Oui, des erreurs que alors, tu as eues les donc pires? j'ai évoqué tout à l'heure l'importance. Ouais, les pires erreurs que j'ai eues, donc c'était notamment voilà, avec certains DROM où il était nécessaire non pas de mettre le code postal, mais le code INSEE. Donc voilà, donc c'est vraiment par là que je démarre maintenant ma vigilance lorsque je saisis mes données. Les espaces, effectivement, les espaces qui n'ont pas lieu d'être en début à n'importe quel moment d'ailleurs, s'il n'y a pas besoin d'espace à ce moment-là. Les grandes difficultés que j'ai rencontrées aussi au démarrage, c'est ce que tu disais tout à l'heure, quand tu as la notification KO à côté d'un ID technique, finalement, c'est de ne pas comprendre où porte la difficulté. Donc, avant, effectivement, de contacter un service support de la Caisse des dépôts, effectivement, il y a en téléchargement classique, grand public, un guide pour la compréhension, effectivement, des libellés de problèmes rencontrés lors de l'accrochage et ça permet déjà d'avoir un premier niveau de lecture de la mise en échec de la ligne qui comporte les erreurs. Et seulement effectivement après, là, il est nécessaire de contacter le service support. Pour les erreurs, il y a aujourd'hui c'est ce que je mets là, il y a trois possibilités. Moi, vous pouvez me contacter, je crois que je suis suffisamment réactif et si je peux vous dépatouiller, vous répondre par mail ou rapidement pour vous dire, voilà, l'erreur c'est ça et effectivement, attention, n'hésitez pas. 2, il y a le guide de la Caisse des dépôts, comme vient de le dire effectivement Élodie, n'hésitez pas à aller regarder, à ouvrir un ticket, etc. Et du coup, tu confirmes, parce que la question a été posée, pour ouvrir un ticket auprès de la SI, Oui. de la Caisse des dépôts, c'est dans le petit bouton assistance en haut dans mon C'est compte assistance. Effectivement, ça, c'est ça. Je vais vous le mettre quand même dans le chat, le lien d'accès. Donc ça, n'hésitez pas, parce que ça, c'est le cadre vraiment juridique, légal. Vous avez un souci, n'hésitez pas à ouvrir un ticket là-bas quand même. Moi, je peux vous aider. Et on a créé une communauté qui vaut ce qu'elle vaut, mais on a 75 certificateurs qui sont sur un groupe sur LinkedIn qui s'appelle Accroche-toi, sur lequel, des fois, effectivement, quand on a quelqu'un qui est bloqué ou qui a une question, on peut répondre les uns et les autres, moi peut-être plus souvent que les autres, mais en tout cas, ça permet de se dépatouiller et de vous aider, donc n'hésitez pas. Voilà, on arrive un peu à la fin de ce webinaire, forcément très dense. Je vais reprendre la liste des questions qui ont été posées dans le chat pour y répondre. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser. On peut prendre encore un peu de temps pour ça. Je te remercie déjà, Élodie, pour toute ta participation, indépendamment de ce qu'on va faire là sur les questions. Oui. Mais merci pour tout ton apport qui est extrêmement précieux.
Je vais remonter du coup sur les questions du chat. Il y avait au tout début, est-ce qu'une fois que l'accrochage est effectué, il est possible de renommer le fichier pour une meilleure identification? Vous pouvez absolument renommer votre fichier Excel et votre fichier XML absolument comme vous voulez. La Caisse des dépôts n'impose rien du tout. Donc n'hésitez pas à les renommer absolument comme vous voulez. Quelqu'un qui me demandait, est-ce qu'on peut utiliser les numéros INE quand ils en ont? C'est des numéros, j'imagine, Ah, liés à des étudiants uniques, etc. Absolument. ouais. Oui, et notamment nous, lors de l'enquête CISE, alors là, c'est très technique, hein, j'utilise un acronyme enfin, voilà, qui parlera qu'à certains. Lors de l'enquête CISE, effectivement, qui doit être faite pour montrer le parcours de l'ensemble des étudiants de France, eh bien, effectivement, il avait été question à l'époque de nous, le groupe AD, d'utiliser le numéro INE. Par contre, le numéro INE, donc c'est l'identification des étudiants. Donc, la seule chose, c'est comme nous avons des stagiaires de la formation professionnelle, ils ne rentrent pas dans la catégorie d'étudiants. Ils n'ont pas de carte Donc, ils d'étudiant, n'ont ils pas ne sont pas d'INE. reconduits. Donc, ils n'ont pas d'INE. Tout à fait. Donc, voilà pourquoi nous avons pris la décision de prendre le numéro d'identification de notre système d'information. En tout cas, pour répondre à la question, si vous avez des Ça numéros peut. uniques dans votre système d'info et si vous avez des INE et que vous n'avez que ça, vous pouvez tout à fait les utiliser. Mm. Pour l'obtention de la certification, si l'admission repose sur des critères d'une note minimale à obtenir aux examens, que mettre? Par admission ou par scoring? Alors, vu de ma fenêtre, c'est toujours par admission parce que c'est toujours une certification qui est obtenue sur base d'un référentiel de compétences Bah sur oui. des acquis, sur des compétences. Et ensuite, que les modules de formation et les examens liés aux modules de formation, c'est justement le but du jury d'évaluation de décider si, en fonction de ses notes d'examen de modules de formation, il a acquis ou non les compétences. Et si une compétence clé n'est pas acquise parce qu'elle repose sur un examen dont il faut une note minimale, alors effectivement, l'obtention de la certification ne se fera pas. Mais là, on n'est pas sur une dimension d'admission ou de scoring. La dimension de Mm. scoring, c'est vraiment dans le cadre, les exemples que j'ai en tête, c'est les certifications de langue, où si j'ai moins de 500, je ne l'ai pas, si j'ai plus de 500, je l'ai. Mais c'est sur base des notes en lien avec l'acquisition des compétences et non pas à l'examen Ouais. du module de formation, à ne pas confondre. Pour après, les dates de début et de fin ne sont pas celles du titre. Les dates début et fin ne sont Ah oui, je vois. Alors moi, j'avais eu ce problème-là. Je pense comprendre la question. J'avais notifié justement cette question sur le groupe que tu as créé avec MyCertif, donc accroche-toi. J'avais eu enfin, voilà, une question en me disant, mais si la certification n'est plus valable, par exemple, le RNCP est tombé en échéance, je ne sais pas, on va dire le 15 septembre, mais finalement, c'est juste l'échéance, enfin, la durée de validité de la certif qui est au 15 septembre, mais moi, mon jury de certification, je l'ai fait le 3 décembre. Ben, en fait, même si mon jury de certification a eu lieu post fin de validité, en fait, la certification, au moment où mon étudiant ou mon stagiaire de la formation professionnelle l'a suivi, eh bien, ce parcours, il était valable, il bien était sûr. reconnu. Donc, en fait, peu importe si le jury a lieu post fin de validité RNCP, vous pouvez accrocher. Alors, ce très important, Oui, c'est qu'une certification étant obtenue à vie, si le RNCP finalement n'est plus référencé auprès de oui, France ça Compétences, reste. la réalité, c'est que la personne qui l'a eu 5 ans plus tôt quand le RNCP existait, elle détient bien toujours son RNCP, indépendamment s'il est déposé à France Compétences, encore valable ou actif, c'est comme ça que l'on dit auprès de France Compétences. Le fait est que moi, dans mon passeport de compétences, si j'ai eu ce RNCP 1212 il y a 5 ans, je l'ai bien dans mon passeport de compétences. Donc, c'est bien les dates de début d'obtention donc au jury de certification et de fin qui normalement n'existe pas sauf dans le cadre des habilitations, une certification est censée être obtenue à vie. Et donc, vous mettez bien nil et la date de fin. Si vous avez entre-temps perdu votre certification, vous ne mettez pas la date de fin où votre certification est devenue inactive auprès de France Compétences. Très bonne question. Quelle politique de confidentialité appliquez-vous? Réutilisez-vous les données transmises? Alors non, c'est ce que j'ai précisé effectivement. Aujourd'hui, nous, on ne réutilise absolument aucune des données. D'ailleurs, au bout de 3 mois, elles sont supprimées. Et dans le cadre du traitement des erreurs, c'est pour ça que vous renseignez vos données. C'est que si vous me contactez, je n'ai pas besoin d'aller ouvrir votre fichier Excel, puisque normalement, notre outil va me dire que telle personne à telle heure, telle date a généré un XML et qu'il y a des erreurs. Et les erreurs, c'est ligne 48, j'ai un espace, colonne 5.12, par exemple. Donc aujourd'hui, voilà, on respecte au mieux de ce qu'on peut
tous ces éléments en termes de RGPD et de collecte ou de traitement, c'est vous qui restez maître de ces données. Est-ce problématique si jamais nous n'avons pas toutes les données? Alors, c'est problématique si vous n'avez pas toutes les données obligatoires, puisque vous devez remplir les données obligatoires du fichier Excel pour pouvoir générer le XML. Si vous n'avez pas les données obligatoires, eh ben, vous ne pourrez pas générer le XML, il vous dira erreur, donc vous ne pourrez pas déposer le XML, donc vous ne pourrez pas faire l'accrochage. Et si vous ne faites pas l'accrochage, ben, vous êtes, envie de dire, hors la loi, mais en tout cas, contrevenant à ce qu'on vous demande. Donc, oui, donc c'est problématique. Donc, il faut commencer par effectivement collecter les données. Nil doit être indiqué à chaque fois que la case est sans objet, même pour les zones facultatives. Non, Nil, c'est pour les cases dans lesquelles voilà, vous le reverrez dans la ligne où je mettais les exemples. Dans tout ce qui est facultatif, si vous ne les renseignez pas, vous n'avez pas besoin de mettre Nil. Vous ne les renseignez pas, vous les laissez vides, ce n'est pas un problème. Justement, Nil est plutôt utilisé pour les cases obligatoires dans lesquelles, bah oui, mais j'ai rien à renseigner. Donc, j'aimerais la laisser vide, mais comme elle est obligatoire, vous ne pouvez pas la laisser vide. Donc, c'est là que vous mettez Nil. Sur l'intégrité enfin pas l'intégrité, la case dont on parlait avant, les majuscules, les minuscules et toute l'identification sur les noms et les prénoms, etc. Donc, est-ce qu'il y a une importance sur les majuscules ou minuscules? Non, a priori, il n'y a pas de souci là-dessus. Comment contacter le service support? Du coup, on vient de le dire, c'est via ce petit bouton assistance que vous trouvez en haut à droite sur le portail des responsables de diplôme et de certification quand vous êtes connecté. Et j'ai mis le lien d'accès dans la discussion. Ah, super. Merci. Et pendant qu'on discutait, je pense, sur l'histoire des codes communes et du code postal, etc., quelqu'un a mis donc obligatoire de rentrer le code de commune de naissance. C'est contextuel, mais ce n'est pas obligatoire de rentrer le code de la commune de naissance si vous avez rentré le code postal de la commune de naissance. Par contre, comme le disait Elodie, c'est qu'avec le code INSEE de la commune de naissance, pour les personnes qui sont nées à l'étranger, ça marche. Donc, vous pouvez peut-être mieux privilégier celui-ci. Que conseillez-vous pour récupérer la meilleure information et limiter les personnes non accrochées? Lors du redépôt, on doit supprimer ceux qui ont été accrochés ou on renvoie le même fichier? Alors, dans le cadre des dépôts, vous avez des OK et des KO. Donc, vous avez accroché les gens que vous n'avez pas réussi à accrocher. Tous ceux qui sont OK, alors moi, ce que je conseille, et Elodie, tu nous diras ce que tu fais, vous reprenez le fichier Excel qui vous a permis de générer ce XML, vous le dupliquez, vous gardez votre historique, et dans celui que vous avez dupliqué, dans celui que vous avez en historique, tous ceux qui sont en OK, vous les mettez en vert. Tous ceux qui sont pas OK, vous les mettez en rouge. Ça vous permet de garder votre fichier d'origine qui vous a permis de générer votre premier XML. Vous dupliquez ce Excel, vous ne gardez que les rouges, les pas OK, parce que les OK, ils sont accrochés. Ils sont accrochés, vous ne les utilisez plus. C'est-à-dire que vous n'avez plus rien à faire, vous n'avez pas vous les réaccrochez pas. Donc, vous ne réaccrochez que ceux qui ne sont pas accrochés. Donc, vous ne gardez que les pas OK. Vous faites la chasse à ce qui ne serait pas OK. Donc, par exemple, si les erreurs sont précises, et ben voilà, vous corrigez les erreurs telles que l'accusé de traitement va vous donner des infos sur les erreurs. S'il vous donne aucune info, à savoir l'erreur, aucun titulaire ne correspond, et débrouillez-vous, et bien là, effectivement, il faut reprendre ligne par ligne pour regarder s'il n'y a pas une erreur de collecte, une erreur de faute de frappe, une erreur de « ah bah oui, j'avais bien collecté qu'il était né en 86, mais bon, je ne sais pas pourquoi, on a écrit 89 ». Donc là, il faut faire la chasse aux données. Quand vous pensez avoir chassé les bonnes données et modifié des choses, eh bien, vous régénérez le XML, vous redéposez, et ainsi de suite. Vous aurez certainement du coup de nouveau des OK, de nouveau des pas OK, vous n'isolez que les pas OK, vous régénérez et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et si, en bout de tout ça, eh ben, il y en a où vous dites, bah, attendez, moi, en fait, j'ai les infos qu'on m'a données, que le candidat qui est maintenant titulaire m'a donné, je n'en aurai pas d'autres. Et je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Eh ben, le seul rempart à ça, c'est de contacter l'assistance de la Caisse des dépôts, enfin, je pense, pour dire, écoutez, moi, j'ai fait tout ce que je pensais être bon, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas un souci ailleurs, technique, ou par exemple sur l'histoire du pays, personne qui est née à l'étranger, etc. Finalement, ce n'était pas une erreur de certificateur, c'était juste que le système ne fonctionnait pas à ce moment-là. Donc, le dernier rempart, c'est de contacter la Caisse des dépôts pour dire, écoutez, je ne suis pas hors la loi, j'ai accroché tous ceux que j'ai pu et ceux que je n'ai pas pu, il faut que vous m'aidiez un petit peu à essayer de comprendre le pourquoi du comment, parce que moi, j'ai mis exactement les éléments qu'on m'a donnés. Élodie, toi, tu as un élément de réponse là-dessus?
Oui, bah, justement, de bien penser à supprimer les certifiés qu'on a déjà accrochés parce que sinon, on va se retrouver avec un accusé de traitement où on aura déjà un avertissement comme quoi vous avez déjà accroché, le système ne peut donner suite. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de se retrouver avec un accusé de traitement qui soit complètement nickel et qui prouve bien que tous ont été accrochés. Donc, il faut générer autant d'XML que de fois où l'on souhaite déposer ce fichier sur le SI, SICPF. Et donc, bah, j'en profite pour dire qu'on attend tous avec impatience de pouvoir fluidifier les choses là-dessus. La Caisse des dépôts va travailler ou travaille déjà, je ne sais pas, sur une API. Et donc, en l'occurrence, avec MyCertif, bah, quand cette API sera sortie, l'objectif, c'est que les certificateurs qui utilisent MyCertif, ils n'aient plus à s'embêter avec ces Excel, des XML dans tous les sens, etc. C'est que via le logiciel MyCertif, ils auront les données sur les personnes. C'est MyCertif qui générera le XML, qui l'enverra à la Caisse des dépôts avec vos identifiants, qui recevra l'accusé de traitement, et donc vous corrigerez les éléments de données dans MyCertif. Vous n'aurez plus à gérer des versions de Excel et de XML. D'autant que si les erreurs d'accrochage existe au niveau de l'accrochage, c'est problématique parce que si la date de naissance n'est pas la bonne, ou s'il y a une faute de frappe dans le prénom, ou s'il y a une faute de frappe je ne sais pas où, ça veut dire que le parchemin, lui aussi, n'est pas bon, en l'occurrence dans MyCertif. Donc, il faut bien corriger les éléments pour qu'on puisse ensuite régénérer Exactement. un parchemin avec les bonnes informations. Et donc, en théorie, on n'est pas censé trop se tromper sur ces infos-là. Ok, là, j'ai vu que tu as posté du coup l'histoire sur le support. Mm. Vous avez dit que s'il y a un financement CPF, on a un ID à utiliser, c'est à saisir dans quelle case? Alors, si vous avez un ID CPF, donc c'est côté EDOF, donc c'est plutôt côté des organismes de formation. Quand vous faites un financement CPF pour une formation certifiante, eh bien, tout au bout du fichier Excel que je vous repartage là, vous avez dossier de formation, les cases 9.1, 9.2, 9.3. C'est ici que vous pouvez renseigner l'ID de ce fichier, de dossier CPF, le nom de la personne et le prénom de la personne. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de renseigner tous les éléments de la case 8. Et dans ce cas-là, ben voilà, c'est plus rapide, j'imagine. Sauf si les données côté CPF sont pas bonnes et que ça vous génère des erreurs et qu'il faudra du coup les corriger côté CPF pour qu'ensuite l'ID dossier soit modifié, etc., etc. Merci à tous les deux. Ok, ça c'est pas une question. Si on a passé le bac avant 1985, on n'a pas d'INE, en effet. Avant 95. Ok, ça c'était une info. Bah écoutez, dernière question. Si on utilise votre plateforme pour la gestion des certifications, jury, etc., est-ce qu'on peut générer directement les fichiers? Bah oui, tout à fait. C'est le but, c'est que si on utilise MyCertif, vous n'avez pas à vous embêter avec tout ce qu'on vient de montrer là. C'est MyCertif qui génère directement le XML. Mais l'outil qu'on vient de voir là, c'est pour tous ceux justement qui aujourd'hui n'auraient pas d'outils, de logiciels et qui ne savent fonctionner aujourd'hui encore que sous Excel. Et donc, une question sur la plateforme MyCertif, disposez-vous d'un questionnaire permettant de récolter les informations? Alors, en fait, ce n'est pas un questionnaire qui permet de récolter les informations, c'est quand vous allez renseigner la fiche de ce candidat, du candidat futur titulaire à votre certification, vous allez remplir les infos de cette personne et qu'on va vous dire qu'il n'y a pas le choix que de remplir tout ça, parce que ces infos-là sont obligatoires dans le but de faire l'accrochage. Alors, pour créer une fiche à un candidat dans MyCertif, il y a plusieurs possibilités. Il y a ceux qui recréent la fiche. Il y a ceux qui mettent ça en délégation via leurs EF ou leurs écoles habilitées qui vont effectivement recréer des fiches à des candidats. Il y a ceux qui veulent récupérer la fiche apprenant venant d'un système d'information de gestion de l'école ou de l'OF. Et dans ce cas-là, par un jeu d'API, on n'a pas de questionnaire à faire, on va récupérer directement les infos. Et les questionnaires qu'on envoie à l'apprenant futur candidat, futur titulaire possible de la certification, ce sont en général des questionnaires pour récupérer des infos sur son insertion professionnelle. Donc, dernier diplôme obtenu, et après, post-certification, est-ce qu'il a un emploi, etc., etc. Donc, en tout cas, MyCertif permet justement de ne pas passer à côté des infos capitales à collecter. Peut vous aider à en collecter certaines, mais en fait, la plupart du temps, quand vous rentrez les infos dans MyCertif, ces infos-là, vous êtes censé déjà les avoir collectées quelque part. Et donc, c'est plutôt de comment aller les chercher intelligemment, plutôt que d'avoir à les ressaisir, plutôt que de se poser la question de comment on va aller collecter cette donnée, parce qu'en général, quand vous rentrez quelqu'un dans MyCertif,
depuis longtemps, ces données-là sont censées être de votre côté. Écoutez, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ce replay, je le mettrai sur LinkedIn, je pense, tout simplement. Donc, vous serez informé. Si on arrive à vous taguer les uns les autres, vous serez informé et puis vous pourrez le revoir. N'hésitez pas. Ou je pense qu'on le mettra aussi sur le site de mycertif.fr dans la section démo et webinaire. Donc, n'hésitez pas. Encore un grand merci, Elodie, pour ta Merci pour l'invitation. participation. Franchement, c'est, je pense, d'une grande aide. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions précises ou des galères, n'hésitez pas à me contacter. Et vous verrez très souvent d'ailleurs sur LinkedIn, je ne t'ai même pas demandé ton accord, mais je tag souvent Elodie quand on me pose des questions. Oui, moi tu fais bien. Et elle répond avec grand plaisir, donc n'hésitez pas. Et comme tu as plus l'habitude que moi aussi, surtout de faire des dépôts de certification professionnelle, finalement, tu as un spectre effectivement technique, voilà, bien c'est large. ça, les petites choses. Bon, Bon je courage vois et vraiment, Clément, merci pour ton outil parce que vraiment, j'ai vu un message passer et je confirme, oui, cet outil sauve la vie des directions certification. Donc, merci pour cette création d'outils libres d'accès. C'est gentil. Après, c'est pas moi, hein, c'est nos équipes aussi. Les équipes, ouais. L'équipe de Rich ID, de MyCertif, qui ont bossé là-dessus. Donc, écoutez, en tout cas, on est bien content de pouvoir aider à tout ça.